Bonjour tout le monde. Dans la capsule vidéo d'aujourd'hui, on s'intéresse aux comparaisons internationales de la production économique. Donc, jusqu'à présent, dans notre chapitre sur la production économique, nous avons appris à calculer le PIB d'un pays et à observer ses fluctuations dans le temps à l'aide d'une analyse du cycle économique. Par contre, on n'a pas encore fait d'économie internationale, c'est-à-dire d'essayer de comparer le PIB de plusieurs pays. À cet égard-là, si on compare le PIB de plusieurs pays, vous allez voir que le Canada se compare quand même favorablement avec les autres pays du monde. Lorsque vous regardez le PIB nominal du Canada, on peut voir le Canada arriver en 9e position avec un PIB là, de 2241 milliards de dollars. Donc, le Canada se compare favorablement, mais les comparaisons entre les différents pays requièrent plus de nuances. Pourquoi plus de nuances? Eh bien, parce que personne ne considère la Chine comme étant un pays réellement plus riche que, par exemple, le Canada. C'est-à-dire que si vous regardez la Chine visuellement et que vous vous promenez un peu partout en Chine, vous allez trouver peut-être que la richesse chinoise n'a rien d'impressionnante, même si son PIB est presque 10 fois plus élevé que le PIB canadien. Euh, Pourquoi est-ce qu'ici il y a une si grande différence entre le PIB canadien et le PIB chinois? Eh bien, deux raisons. Essentiellement, d'abord, la taille des pays. Les deux pays ont une taille très différente. La Chine est un pays beaucoup plus peuplé que le Canada. Et on doit également prendre en compte que la structure des prix entre la Chine et le Canada est également différente. Donc, pour faire des comparaisons internationales, le premier enjeu à régler est plutôt facile, c'est la taille du pays. Et pour corriger ce défaut-là, nous pouvons calculer le PIB par habitant. Donc, on prend le PIB d'un pays, on le divise par le nombre d'habitants, hein, donc PIB par habitant, et ça nous donne le calcul suivant. Par exemple, les États-Unis ont un PIB de 29 000 milliards de dollars, sauf que quand tu divises par le nombre d'habitants, eh bien, ça fait que chaque habitant est responsable d'une production économique de 85 812. Ce qui fait passer les États-Unis de la première place à la septième place. Comprenez-moi bien quand même, 85 812 dollars, ça reste un montant énorme, ça reste une très grande production par habitant. Par contre, la Chine, qui avait le deuxième plus grand PIB au monde, passe de la deuxième place à la 75e quand tu compares par habitant. C'est-à-dire que le chinois moyen ne produit que 13 312 dollars de valeur de PIB. Notez bien ici qu'on est en dollars américains hein, pour être capable de faire les comparaisons comme ça entre différents pays. J'ai ramené toutes les valeurs en dollars américains. L'Allemagne tombe en 18e position avec 54 989 et le Canada tombe plutôt, elle, en 19e position avec 54 473. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que dans le PIB brut, la Chine a un PIB beaucoup plus grand que le Canada, mais quand on compare par habitant, le Canadien moyen génère quand même presque 4 fois plus de richesse que le Chinois moyen. Et donc, effectivement, le Canadien moyen est probablement beaucoup plus riche que le Chinois moyen. Il faut toutefois faire attention. Il faut toutefois faire attention à la notion qu'on va appeler la parité des pouvoirs d'achat. La parité des pouvoirs d'achat, ça stipule que les prix ne sont pas équivalents entre deux pays. Par exemple, aux États-Unis, acheter un Big Mac coûte 4,67 dollars américains. En Chine, acheter le même Big Mac, hein, donc un Big Mac en Chine ou un Big Mac aux États-Unis, ça reste un Big Mac. Donc en Chine, un Big Mac coûte 24,50 yuan. Lorsque je convertis 24,50 yuan en dollars américains, je me rends compte qu'on est ici seulement 3,67 dollars américains. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec 3,67 dollars américains, tu achètes plus de richesse en Chine qu'aux États-Unis. Autrement dit, le coût de la vie est plus faible en Chine qu'aux États-Unis. L'ajustement de la parité des pouvoirs d'achat est une mesure qui est contestable et contestée. Ce n'est pas une mesure simple à faire et je ne vous demanderai jamais là, de faire ces calculs-là dans notre cours. C'est le genre de calcul qu'on va garder pour le cours d'économie internationale.
Mais lorsque je fais l'ajustement, donc, qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire, si je dépensais le 13 312 en Chine et que je regardais la valeur de ce panier de consommation-là que vous achetez en Chine, je regarde sa valeur aux États-Unis, voici combien ça vaudrait. Donc, essentiellement, je regarde qu'est-ce que vous êtes capable d'acheter dans votre pays avec votre PIB et je convertis la valeur de ça vers les États-Unis. Naturellement, comme les États-Unis sont le point de référence, le PIB par habitant à parité de pouvoir d'achat pour les États-Unis ne change pas. On remarque que le PIB allemand et canadien augmente de façon significative. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le coût de la vie au Canada, le coût de la vie en Allemagne est quand même plus faible que le coût aux États-Unis. Remarquez toutefois que la variation est moins importante. C'est-à-dire que la Chine, lorsque vous ajustez pour la valeur des prix, le PIB là, va pratiquement doubler, tandis que le Canada, vous allez avoir une augmentation de 17,04%. Et à cet égard-là, le PIB canadien, une fois qu'on ajuste pour la parité des pouvoirs d'achat, est environ 2 fois plus grand que celui de la Chine. Donc oui, on est quand même beaucoup plus riche que la Chine, mais on n'est pas 4 fois plus riche. Là. On n'est pas 4 fois plus riche que la Chine. Lorsque vous comparez les pays, donc juste pour vous redonner une idée de la comparaison, vous aviez, lorsqu'on regardait seulement le PIB des pays, les États-Unis confortablement en première place avec un PIB de 29 000 milliards. Lorsque vous ajustez pour la parité des pouvoirs d'achat et pour la taille de la population, les États-Unis tombent en 9e position avec 85 812 $. Quand vous regardez les pays les plus riches de la planète en termes de PIB par habitant à parité des pouvoirs d'achat, vous avez Singapour, Luxembourg, l'Irlande, Macao et le Qatar et la Norvège. Qu'est-ce qu'on remarque dans ces pays-là ici? On remarque deux grands phénomènes. D'abord, Luxembourg, Irlande, Macao, trois pays plutôt, qui sont considérés comme des paradis fiscaux. En ayant peu de taxation, ils sont capables d'attirer des très très grandes fortunes, ce qui rehausse le PIB moyen par habitant. Et vous avez ensuite des pays comme le Qatar ou la Norvège, dont la richesse dépend principalement de l'exploitation des ressources naturelles. Donc, dans les deux cas, Qatar, Norvège, l'exploitation des hydrocarbures qui ont joué un grand rôle pour l'enrichissement de ces deux pays-là. Le Canada ne fait pas partie du top 10 lorsque vous ajustez pour le PIB par habitant à parité des pouvoirs d'achat. Ceci dit, certains d'entre vous allaient sûrement faire l'argument de dire oui, au Canada, le PIB par habitant à parité des pouvoirs d'achat est plus faible que celui des États-Unis, mais est-ce que ça implique que le Canada vit moins bien? La réponse, c'est probablement que non. Et donc, il faut faire attention à ces classements-là de richesse. Il y a un rendement décroissant sur la richesse et la qualité de vie. C'est-à-dire que lorsque vous êtes très pauvre et que votre revenu par habitant augmente, c'est certain. C'est certain que votre qualité de vie va augmenter. Mais lorsque vous êtes déjà relativement riche, comme c'est le cas pour les Canadiens, est-ce que quelques centaines, voire milliers de dollars par habitant additionnel vont générer beaucoup plus de bonheur? Peut-être pas. Donc, quand on compare les revenus, juste pour compléter là-dessus les comparaisons à travers le monde, souvent vous allez avoir des classifications de revenus en fonction du niveau de revenu. Et la Banque mondiale, par exemple, tous les revenus par habitant à parité des pouvoirs d'achat supérieurs à 14 000 sont considérés comme un revenu élevé. C'est-à-dire donc que le Canada, au même titre que pratiquement toute l'Europe et l'Amérique du Nord, est considéré comme sont considérés comme des pays à revenus élevés. Les pays à revenus plus faibles sont généralement les pays qu'on va trouver en Afrique saharienne, donc l'Afrique saharienne, l'Afrique centrale, et des pays d'Afrique subsaharienne également, qui sont généralement là, plutôt faibles revenus. L'Asie, de façon étonnante, s'est beaucoup développée dans les dernières années. Donc, si j'avais fait ce diagramme-là il y a plutôt là, 30 ans, vous auriez remarqué que plusieurs pays comme la Chine et comme l'Asie du Sud-Est auraient été des pays là, à faible revenu plutôt que des pays à revenus moyens élevés. Donc voilà, c'est ce qui couvre pour nous les comparaisons internationales pour le PIB. Ces notions-là vont être explorées en beaucoup plus de détails dans vos cours d'économie internationale.
Et juste pour mettre la table, donc à la suite du cours, il faut faire attention aux comparaisons de PIB. Donc, c'est toujours difficile de comparer le PIB entre différents pays, particulièrement lorsque vous essayez de comparer des pays à revenus élevés comme le Canada avec des pays à revenus plus faibles comme des pays d'Afrique saharienne. Il pourrait être plus intéressant lorsque vous voulez faire ces comparaisons-là d'utiliser des méthodes alternatives au calcul du PIB. Je pense ici notamment à des calculs comme l'indice du développement humain.